Alors, je m'appelle Laura Vieillefond, née Sapoznik. Je suis née aux États-Unis à Cleveland en 1917. Alors, vos parents ont émigré en France? Alors, mon père était né à Vilnius, Oui. justement dans la zone où est né aussi l'initiateur de l'espéranto. Et il vivait dans une ville où on parlait 5 langues. Et il était de famille juive. Et lors des pogroms, il a quitté son pays. Il a vécu quelque temps chez une tante en Allemagne. Puis il est venu à Paris, où il a rencontré ma mère, qui, elle, arrivait d'Espagne. Oh là là. Et ils avaient voulu se marier en 1913, mais avec des problèmes de papiers qu'il fallait qu'ils fournissent, il a eu des difficultés, et la guerre est arrivée, et il n'avait pas pu se marier, et il avait déjà sa famille, des frères et des sœurs qui avaient émigré aux États-Unis, qui lui ont dit, bien, allez, viens aux États-Unis, tu trouveras du travail, et vous pourrez vous marier. Il est parti le premier, ma mère est allée le rejoindre pendant la guerre sous-marine, en 1916. Ils se sont mariés en avril 16, et je suis née 9 mois après, à Cleveland. Voilà. Si le début de ma vie. Si tu ta mère native de Bergerac. Ma mère, non, ma mère est née. Non, elle est née à la frontière espagnole, à Beobi, et 2 ans après, elle a traversé la frontière avec ses parents, et elle a vécu à Saint-Sébastien toute sa jeunesse. Ensuite, ils sont rentrés en France, à Paris, où c'est là qu'elle a connu mon père. D'accord. Et alors, vous avez passé combien de temps aux États-Unis? Oui. Eh bien, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 8 ans. Ma mère supportait très mal le climat. Elle est tombée malade. D'après ce que le corps médical lui avait dit, elle craignait d'être obligée de subir une opération qui ne pourrait pas peut-être la guérir, et elle a préféré venir en France consulter le corps médical français et si sa maladie était très grave et si elle risquait de disparaître à l'opération, sa famille de Sainte-Foy-la-Grande élèverait sa fille. Or, elle a consulté le professeur spécialisé de son problème, et il lui a répondu, oh mais non, vous allez faire des cures à Luchon, et puis bon, c'est pas grave ce que vous avez. Et alors? Et elle avait donc 38 ans à ce moment-là, elle a vécu jusqu'à 96 ans. Oui. Voilà. Voilà, comme de temps en temps, heureusement que le corps médical se trompe. Oui, effectivement, oui. Il n'y avait pas de cure en Amérique, peut-être. Mais enfin bon. Et j'y suis revenue, 70 ans après, lors d'un congrès espéranto de l'Amérique du Nord à New York, parce que c'est là que j'ai vécu avant de venir à Sainte-Foy. On avait quitté Cleveland et on s'était installé à New York. Vous avez des souvenirs d'enfance en Amérique? Oui, j'ai quelques souvenirs, mais... Par exemple, si vous voulez. Par exemple, j'en ai plusieurs, dans lesquels choisir. Eh bien, des souvenirs, des soirées, le climat très continental, puisque c'est le courant froid du Labrador. Alors, l'été, il fait une chaleur torride par moment, et l'hiver, un froid glacial avec la neige. Ah oui, un événement. Et je me rappelle, en voulant aller à l'école, un jour d'hiver où il y avait une neige très épaisse, et en voulant traverser une rue, d'aller d'un trottoir à l'autre, je pose mon pied à la chaussée, la neige fondante s'engouffre dans ma botte, je ne pouvais plus avancer. Arrive un gros poids lourd au carrefour, et le gros poids lourd m'a fait traverser la rue pour que j'aille sur notre trottoir qui avait été dégagé. Et comment il s'est pris? Comment Comment s'y est-il pris pour vous faire traverser?
Ah, il a reculé, et il est venu tout à fait au bord du trottoir pour que je puisse monter dans son car, et puis il a reculé de nouveau pour pouvoir m'amener à l'autre trottoir. C'est un événement. Et puis bon, les événements scolaires, mon institutrice qui s'appelait Mademoiselle Rose et qui avait une belle peau foncée, oui. Des relations vraiment agréables avec les quartiers où nous avons vécu et qui étaient habités par des émigrés, la plupart D'accord. Énormément d'émigrés. Suite à la maladie de votre mère, vous vous êtes retrouvée ici en France, oui, à Sainte-Foy-la-Grande directement. À Sainte-Foy-la-Grande, oui. Alors là, vous êtes allé rentrer en quelle classe à l'époque? Alors je suis allée à l'école qu'on appelle Paul Bert, l'école primaire. Oui, oui. À l'âge de 8 ans, je suis rentrée en cours préparatoire malgré mes 8 ans, parce que j'avais appris à parler le français. D'ailleurs, je trouvais une lettre de ma mère où elle dit « Nous parlons français avec mon mari. Laura répond à toutes nos questions correctement, mais elle ne veut pas lire et écrire le français. » Et voilà. Je disais « Je suis en Amérique, je parle américain. » Voilà. Oui, oui. Et ce qui fait que quand je suis allée en France et qu'au début des premières années, les personnes qui connaissaient ma mère et la famille dit il faut continuer à parler l'anglais parce que l'anglais c'est important. Oui. Et je répondais je suis en France, je parle le français. Voilà. On doit respecter toutes les langues là où on habite. Alors, on en parlera plus tard pourquoi je me suis lancée à l'espéranto. D'accord. Alors, donc, vous avez fait vos études à Sainte-Foy-la-Grande et ensuite? Et ensuite, à l'école primaire supérieure, c'est le nom de l'établissement scolaire, la suite. Et, qui était... Oui, l'établissement qui maintenant n'est plus occupé. Oui, oui, voilà, oui. Et là, j'ai échoué au brevet élémentaire, avec 9 points de plus qu'il en fallait pour être reçu, par 0 éliminatoire à l'orthographe. Voilà, j'avais dû faire 5 fautes. Et parce que j'ai toujours eu une certaine hantise de l'orthographe française. D'ailleurs, et maintenant je retrouve les mêmes, je retombe en enfance, alors je retrouve les mêmes craintes et j'ai toujours un dictionnaire à côté de moi quand j'écris. Et c'est ça aussi, c'est un des éléments qui va faire apprécier l'espéranto aussi. Oui, on ne peut pas faire de faute d'orthographe en espéranto. Est-ce que, bon, alors donc, alors vous avez échoué, qu'avez-vous fait après? Mais j'ai poursuivi mes études, l'année suivante j'étais quand même reçue, je suis allée jusqu'au brevet supérieur, et qui m'a permis d'être ensuite nommée surveillante au collège, parce que, justement, du fait de ma naissance à l'étranger, d'un père lituanien, il y a eu toute une incidence qui a fait que je n'ai pu être admise à l'éducation nationale que 10 ans après. Tout, il y a de quoi faire un roman. Oui, parce que on m'a attribué 4 nationalités différentes. Oui. En début, pour les Américains, j'étais américaine. Oui. En rentrant en France avec ma mère, à cette époque-là, toute femme française épousant un étranger automatiquement prenait la nationalité du mari. Donc, on lui a donné une carte de lituanienne. Oui. On n'a jamais mis les pieds, enfin, je les ai mis plus tard. Et donc, du fait que j'étais sa fille et qu'elle était devenue lituanienne et que mon père était lituanien, donc après j'étais considérée comme lituanienne. D'accord. Et comme je désirais être enseignante, et pour être enseignante il fallait être française, j'avais fait quelques démarches pour savoir
qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Bon. Alors, il m'a été dit, votre mère, en 27, il y a une nouvelle loi qui a permis aux femmes aux femmes françaises épousant un étranger, de pouvoir réintégrer sa nationalité, que votre mère demande sa réintégration, et vous, si vous avez moins de 21 ans, automatiquement vous prendrez la nationalité de votre mère. Oui. Alors vite on a fait les démarches. Malheureusement, la lenteur administrative, sa réintégration est arrivée après mes 21 ans. Ah. Alors, que faire? Ah, bien écoutez, vous devez demander votre naturalisation. Alors, je remets la carte, je dis, mais je vais épouser un Français. Donc, je deviendrai française par vous aviez fait la connaissance de Pierre entre-temps. On était fiancés. Ah oui, et alors, alors, remettez votre carte d'étranger. Ouh, mais non, c'est illégal. Pendant la guerre, c'est la mairie qui a prorogé votre carte d'étrangère, alors qu'il fallait que ce soit la préfecture. Que ce soit, oui, voilà. Mais il y avait la ligne de démarcation, on n'avait plus de relations, on ne pouvait pas. Et la mairie dit, bon, en attendant, mais non, c'est illégal, ça ne marche plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, vous intentez un procès à l'État. Voilà. Bon, alors, ou alors, vous demandez mon naturalisation. Alors, je demande ma naturalisation. Quelques mois après, avec l'intervention des inspecteurs d'académie, etc., bon, je reçois l'annonce que j'étais bien admise à la nationalité française, mais qu'il fallait que je paie les droits de sceau. Bon, j'envoie le chèque, plus de nouvelles. Il a fallu attendre 5 ans, avant d'obtenir, voilà. Mon dossier s'était égaré. Oh là là, c'était terrible. Alors 10 ans de perdu. Parce que c'est pas fini. Quand une personne obtient la nationalité française par naturalisation, avant d'être fonctionnaire, il faut qu'elle attende 5 ans. Alors 5 et 5, 10, voilà. Alors 10 ans de perdu, et c'est pour ça qu'on m'a promenée comme remplaçante avant d'être titularisée. Qu'est-ce que vous faisiez en attendant? Eh bien, voilà. Heureusement que quand même la mairie de Sainte-Foy, la directrice de l'école supérieure se sont portés garants. Et j'ai pu obtenir, alors j'ai d'abord été employée de mairie, et c'est moi qui distribuais les cartes d'alimentation pendant quelque temps. Pendant la guerre, je suppose. Et ensuite, madame, la directrice de l'école supérieure a obtenu, du fait de la guerre et du manque de personnel enseignant, que j'obtiens le premier poste d'éducation physique, parce que j'avais préparé, j'avais le premier diplôme, mais comme monitrice remplaçante. D'accord. Donc, ça m'a permis de rattraper quelques années, mais je n'ai pas pu finir ma carrière à l'âge où on prend sa retraite. Eh bien, je n'avais pas d'années suffisantes pour avoir une retraite complète. Il manque 10 ans. 10 ans perdus. Alors, j'ai été institutrice, alors j'étais institutrice dans plusieurs écoles, et en fin de carrière, j'ai pu obtenir Sainte-Foy-la-Grande. Et là, du fait que j'avais justement, après les différents remplacements que j'avais faits dans les écoles de Gironde, j'étais prête à abandonner l'enseignement tellement j'étais déçue de voir tant d'enfants en retard et avec un problème, et je ne me sentais pas les qualités nécessaires pour qu'ils fassent en sorte de pouvoir reprendre pied. Et seulement cette année-là, l'inspecteur
j'étais à Saint-Avy-Soulaire, non, Saint-Avy-du-Moiron. L'inspecteur d'alors, dans sa dernière lettre circulaire, demandait si nous pratiquions les méthodes de l'école moderne technique Freinet. Un stage avait lieu à Mimizan au mois de juillet. Je ne connaissais pas. Mais enfin, le directeur de l'école où j'étais m'a passé le document. Il était abonné à la revue. Et je dis 8 jours à Mimizan. Oui. Ça regarde. Et je suis allée à Mimizan et j'ai été convaincue. Et je me suis lancée dans cette méthode et j'ai obtenu récupérer. Oui. La méthode Freinet, ça consiste, vous me direz si je me trompe, hein, ça consistait à ne jamais punir les enfants, à les féliciter et à essayer de les orienter vers l'optimisme. C'est une classe coopérative où les enfants ont la parole et l'enseignant, lui, c'est à partir de la demande des enfants, de ce qu'ils racontent, de ce qu'ils désirent, et il n'y a pas besoin, on ne punit pas. Voilà, c'est ça. Quand un enfant fait quelque chose de mal, il doit réparer, et si, ou compenser, et il n'y a pas besoin non plus de classement. Chacun, mais le maître doit trouver dans chaque enfant quelque chose qui le valorise par rapport aux autres. Voilà, c'est ça, oui. Alors, et les enfants ont la parole et on discute et on vote, on a une vie sociale. On apprend à vivre en société dans la classe. Et alors ça fonctionnait très bien, ça, non? Alors, ça a très bien marché, c'est pour ça que lorsque on a voulu, l'éducation nationale a voulu créer les classes qui s'appelaient à ce moment-là classes de perfectionnement, l'inspecteur m'a demandé de vouloir bien en faire l'expérience. Il dit, vous n'aurez que 12 élèves, 12 fonds de classe. 12 fonds de classe. Et alors, le directeur, j'étais à Pinay, m'a dit, bon, vous n'aurez qu'à leur apprendre à lire, écrire, compter, ça suffira. Eh bien oui, ça ne suffisait pas, parce qu'en donnant la parole aux enfants, et en disant, vous posez des questions, il y avait la boîte à questions, et avec toutes les questions qu'ils posaient, eh bien, il fallait aller au-delà de ça. Et j'ai dû un jour faire un cours sur le magnétisme. Ah oui. Parce qu'un enfant est arrivé, j'habite à côté d'un tas d'ordures, pourquoi j'ai ramassé cette ancienne sonnerie, et pourquoi il y a ce bout de fer là, sur lequel se colle tout un tas de clous de métal, etc. Voilà, c'est incroyable, toutes les questions qui peuvent poser. Mais ça vous paraissait être une bonne méthode alors finalement? Mais malheureusement, trop de personnes qui ont été nommées à ces postes-là ont même été remplacées par des jeunes débutants qui n'avaient aucune formation pédagogique. Alors, résultat, celui qui m'a remplacé, je lui donnais tout mon matériel. À ce moment-là, on faisait l'imprimerie à l'école. Les textes choisis, élus par la classe, on en faisait un journal scolaire et ça se vendait même dans la commune. Et je dis, je vous laisse tout mon matériel, je lui ai donné quelques petites notions. Je dis, vous m'appellerez quand vous publierez le premier texte libre des enfants. Au bout d'un mois, il m'appelle et qu'est-ce qu'il me présente? Le classement. Alors le classement n'était même pas interdit, il était interdit. On ne classe pas des enfants d'âge différent, de niveau. Mais voilà. Alors, et après on dit cette méthode, ça ne marche pas bien. C'est pas la méthode qui ne marche pas. Et ce sont les enseignants qui n'ont pas appliqué à la lettre. Qui ne sont pas préparés pour. Oui, bien sûr. Oui. Actuellement, on sait que dans les écoles, c'est très difficile. Hein. Et oui, c'est ça qui me fait mal au cœur. Oui. Et est-ce que vous pensez que si on a appliqué la méthode Freinet maintenant... Alors ça, j'en suis persuadée. Parce que, vous savez, eh bien, tiens, l'expérience, quand je suis revenu à Pineuil, et l'année où j'ai lancé la méthode, eh bien, au bout d'un mois,
alors, cette année-là, quand j'ai été nommée à Pineuil, 36 élèves. 9 élèves simplement d'âge normal. Et tous les autres, oui, jusqu'à 14 ans, dans un cours élémentaire première année, c'est-à-dire 6-7 ans. Mais jusqu'à 14 ans. Tous les autres échelonnés jusqu'à 14 ans. Quand j'ai eu la liste des élèves, je me dis, mais comment ça se fait? Elle dit, mais vous ne savez pas que le cours élémentaire première année, c'est la classe dépotoir d'une école. Voilà ce que m'a répondu le directeur. Au bout d'un mois, j'ai dit, je ne sais pas si c'est la classe dépotoir, mais moi, je propose de faire un cours élémentaire deuxième année avec un groupe d'enfants. Je ne sais pas pourquoi on les a fait redoubler. Ces enfants-là sont rentrés l'année suivante directement en cours moyen. Un mois après, je demande à l'institutrice comment ils se comportent. Oh, ils sont parmi les meilleurs. Voilà. Ça, avec la méthode Freinet, donc. Donc actuellement, on se demande pourquoi finalement on ne recommence pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'enseignants, d'enseignants qu'on met dans ces classes-là et qui ne sont pas préparés pour ça. Il faut quand même avoir un autre état d'esprit, une autre formation que celles qu'ils ont, quand ils n'en ont pas du tout. Et alors maintenant, on a même supprimé. Oui, je sais. Formation. Alors c'est pour ça. Et quand il y a la classe coopérative où les enfants s'entraident, où il y a une relation de vie sociale, même combien de fois des parents amenaient leurs enfants, des mon petit est malade, mais il pleure parce qu'il ne veut pas rester à la maison, il veut venir. Alors vous faites attention, ça n'arrive pas. Voilà. Et combien de fois, Et, oui, et alors je suis donc à l'origine de l'association des parents d'élèves parce que du fait que je ne pratiquais pas les mêmes méthodes que les autres enseignants, il faut quand même que je renseigne les parents sur ma méthode. Alors, la directrice d'alors a bien voulu que je fasse une réunion des parents d'élèves dans ma classe. Alors, j'expose ma méthode et à la fin, je vous donne la parole, vous me posez des questions. Eh bien, je n'ai pas eu à répondre parce que ce sont les parents qui avaient leurs enfants l'année précédente qui ont répondu aux parents qui avaient les nouveaux. Et réponse, une des questions dit, mais alors qu'est-ce qu'ils deviennent après? Ils sont heureux dans cette école, ils font des progrès, c'est bien, mais dans les autres classes, ils s'adaptent très bien. Seulement, il y a une chose, ils sont moins heureux. Ils sont moins heureux. Et pour moi, ça m'a fait plaisir. J'imagine, oui. Voilà. Et c'est un professeur d'histoire. Professeur d'histoire. Alors, je vous donne un petit épisode. Les enfants préparaient un cadeau pour la fête des mères. Et tout d'un coup, je vois une élève qui pleurait. Qu'est-ce qui te passe? C'était la fille du professeur d'histoire, justement. J'arrive pas à faire cette corbeille. Et alors, je vois une petite fille dont les parents vivaient à 11 dans un camion désaffecté, à côté d'ordures, voilà, qui avait presque fini, là, et qui était, au point de vue intellectuel, c'était pas formidable. Alors j'ai dit, Victor, va trouver ta camarade, elle a fini sa corbeille, elle va te montrer. Et à la fin, rayonnante toutes les deux, ça y est, elle avait réussi, voilà. Alors, les enfants s'entraidaient aussi. Donc, quoi qu'il arrive. Parce qu'il y avait une période où j'enseignais, selon les besoins des enfants, la majorité des enfants, et il y avait une période où les enfants travaillaient en équipe. D'accord. Oui. Et finalement, chacun avait toujours besoin de l'un ou de l'autre, qui fait qu'il y avait un tissu social interne qui voilà. était... Vraiment, ça a été, et je regrette, je suis sûr qu'il y aurait pas beaucoup de problèmes. Enfin, je vois que beaucoup de problèmes avaient disparu. Ça reviendra peut-être, remarquez. Ah, j'espère. Et puis, les enseignants de technique Freinet se rencontraient tous les mois dans une classe différente et montraient comment ça se passait. On bénéficiait, on travaillait, c'est un travail d'équipe aussi pour les enseignants. Pour les enseignants aussi, oui, d'accord. Et je fais partie du groupe girondin. D'accord.
Et alors, justement, le président d'alors, c'était lui qui... on avait fait connaissance dans les rencontres écologiques, et puis ensuite, il était aussi espérantiste. Alors, ils m'ont embarqué en même temps. Voilà. Alors, c'est comme ça que vous êtes parti dans l'espéranto? Oui, d'ailleurs, c'est dans les écoles techniques freinées où l'espéranto a été en premier introduit. Alors, vous voulez qu'on en parle maintenant, l'espéranto? Oui, alors... Ah oui, il y a eu d'autres quand même au point de vue écologie. Oui, alors allez-y. Ah oui, alors au point de vue écologie, j'ai... Alors, est-ce que je peux vous lire? Bien, allez-y, je vous en prie. À l'origine, lorsqu'il a été question des centrales nucléaires. Oui. Alors, c'est le moment d'en nous parler. avons aussi été zone de recherche d'uranium. Oui, bien sûr. Et il y a eu une conférence qui a été organisée en Dordogne, je ne me souviens plus du nom de ce village, par le préfet et EDF pour informer sur ce que seraient les centrales nucléaires. Et pourquoi on était zone de recherche. La réunion avait lieu à midi, et il y avait un soleil magnifique à l'extérieur, et on nous fait rentrer dans une salle, la salle municipale, pas une fenêtre, simplement éclairage électrique, à midi. Et la conférence commence, nous doublons notre consommation d'électricité tous les 2 ans. Il est absolument nécessaire que nous installions des centrales nucléaires. Alors, mon mètre 50 a bondi. On dit, messieurs, mesdames, nous étions tout à l'heure dehors avec un satellite magnifique. On nous fait rentrer dans cette salle, pas d'éclairage par le soleil. C'est l'électricité. C'est pour cette électricité qu'on va installer des centrales nucléaires. Alors que vous savez que il y a de gros problèmes, hein, surtout pour les déchets nucléaires, on ne sait pas encore. Bon, j'ai eu la chance que dans le public, il y ait eu un ancien ingénieur EDF de la première centrale nucléaire qui, conscient des conséquences, avait abandonné et il était même devenu agriculteur en biologie. Ah d'accord. Et à chaque question, chaque argument présentait réponse, et lendemain, le journal publiait conclusion, dialogue de sourds. Oui, bien sûr. Oui. Et après, j'ai aussi participé à la première manifestation lors du projet d'installation à Bro-Saint-Louis. Et c'était en quelle année ça alors? Alors, en 72, voilà, en 72, j'avais créé, parce que j'étais en relation justement avec un de ceux qui ont fait la grève de la faim pour obtenir que les informations sur le nucléaire soient diffusées, que la population soit au courant. Alors, il avait créé et diffusé ce qu'il appelait le manifeste pour la nature, combat pour hommes, ça s'appelait Georges Krasowski. Et j'avais adhéré à son association et j'avais obtenu la formation du comité d'action pour la survie de l'homme et diffusé ce manifeste. J'avais même obtenu que la municipalité fasse une fête sur la protection de la nature et que les informations sont diffusées dans la commune. Et en 1974, j'avais fait installer le premier capteur solaire du canton. C'est en 1976 qu'il y a eu le comité antinucléaire et la manifestation à Bro-Saint-Louis. Et j'ai adhéré au groupe naturaliste, tout ce qui concernait la protection de la nature. J'ai adhéré à ces associations. Et j'ai en 80 aussi créé la première antenne Que Choisir, parce que c'est Que Choisir, la première association qui s'est lancée aussi dans l'antinucléaire. Et c'est Madame Escarment qui avait pris la suite, et ensuite, maintenant c'est à Port-Sainte-Foy que se retrouve cette association. J'avais aussi participé à une manifestation au comité de défense et d'information relative à la déviation du
1936 sur Pineuil, parce Ah oui, oui. qu'on projetait de faire, de neutraliser 100 mètres de large. C'était Ah oui, 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 ah oui. oui. Alors, on a obtenu une réduction. Au point de vue... Mais vous êtes très militante. Ah, j'ai toujours été militante, mais j'ai toujours eu à combattre quand je réalisais, quand je découvrais que quelque chose n'était pas logique, qu'il fallait améliorer. Je me suis lancée. Alors je sais qu'il y a des personnes, oh Madame Vieillefond, elle change tout le 4 matin, l'association. Mais non, quand justement, il y a eu la création du ministère de l'Environnement. Alors, ce moment-là, bon, moi j'ai laissé l'environnement, j'ai dit, oh, mais ça y est, maintenant il va s'en occuper. Oui, oui. Alors, je me suis lancée davantage dans l'espéranto. D'accord. Parce que là, comme j'avais fait des expériences, je m'étais rendu compte que les langues nationales avaient des qualités, bien sûr, ça représentait un pays, une culture, mais qu'il y avait beaucoup de défauts pour beaucoup de personnes qui n'ont pas les qualités intellectuelles pour faire face. Alors l'espéranto, comment est-ce que vous êtes arrivé à... Alors l'espéranto, donc, eh bien, il se trouve aussi que à Sainte-Foy, oui. Il est né un certain Élisée Reclus, exact, oui. Qui a, dans son dernier ouvrage, prôné l'utilisation de l'espéranto. Qui existe depuis quand d'ailleurs l'espéranto en fait? Alors, l'espéranto est... on a fêté le centenaire en 1987. Ah oui, d'accord, oui, quand même. Oui. L'initiateur, parce que l'initiateur, voilà. Il n'a pas créé toute la langue, parce que toute langue qui est parlée s'enrichit. Voilà. Bien sûr, oui. Et il est né dans la région, à Bralistok, qui est polonais. Ah d'accord. Qui est en Pologne. Et mon nom de jeune fille, Sapoznik. Oui. Ça veut dire... C'est un nom polonais, oui. Qui veut dire cordonnier. Alors je suis mademoiselle Cordonnier. Et j'ai trouvé dans une lettre où ma mère annonçait son futur mariage, Chapoznikov. Qu'est-ce que ça veut dire, Chapoznikov? C'est pas Sapoznik qui a sur ma carte d'identité. Et j'ai appris par une espérantiste lituanienne qui est venue, parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre les espérantistes. Et elle m'a dit, oh mais c'est pas difficile, Sapoznik, ça veut dire cordonnier en polonais, et Chapoznikov, ça veut dire cordonnier en russe. Or, justement, dans cette zone où l'espéranto a été créé, il y avait les populations russes, lituaniennes, juives, le yiddish. D'ailleurs, mon père, qui a donc été confronté à 6 langues, eh bien, il ne savait écrire que le yiddish. Il était né dans une famille juive. Oui, en effet, oui. Alors, tous ces problèmes-là, l'espéranto, mais ça m'a attiré. Et puis, l'espéranto, on ne peut pas faire de faute d'orthographe. Il y a, ça, c'est en plus, oui. L'espéranto est composé des mots d'origine européenne, surtout, les plus répandus. Par exemple, rose. Vous dites rose en français, vous dites rose en anglais, vous dites, en polonais aussi, en plusieurs langues. Alors, il a choisi. Voilà comment il a composé. Seulement, sa construction ressemble aussi aux langues chinoises, japonaises, etc. Il a pris, il était d'origine juive, mais fils de directeur d'école, il connaissait plusieurs langues, donc il a pu quand même composer, et qui a intéressé beaucoup de personnes, et il a envoyé, ça a été diffusé et répandu maintenant dans et alors vous êtes attelé à l'apprentissage. Alors, j'ai pensé que ce serait une bonne chose, seulement malheureusement, trop de gens s'imaginent que l'espéranto veut remplacer des langues. Non, elle veut être une langue seconde, une langue pont d'ailleurs. Et je pense que justement les espérantistes ne montrent pas suffisamment que c'est une langue qui aide à l'apprentissage
des autres langues d'ailleurs, on dit c'est une langue propédeutique. Quand on commence, ça a été quand même découvert et même discuté au Parlement européen. Oui. Oui. Seulement, l'espéranto, c'est pas la langue des affaires. Ah non. Et la langue des affaires, c'est ma première langue. Alors je suis bien placée pour... j'ai pu comparer. Alors, c'est la langue des affaires, c'est la langue des pratique beaucoup d'intellectuels. Seulement, quand on voit actuellement la suppression des postes de professeurs d'allemand, de professeurs d'espagnol, etc., pour favoriser, ce sont ceux qui sont d'origine anglaise, qui sont vraiment privilégiés pour les activités. Alors, je reviens au congrès espéranto de l'Amérique du Nord qui a eu lieu en 1995 et qui m'a permis de revenir dans mon pays natal avec mon mari. Et au début du congrès, la première conférence a été faite par un professeur américain, professeur d'université américaine, qui avait été invité à Séoul pour échanger avec les élèves qui, à l'université de Séoul, apprenaient l'anglais. Alors il me raconte, voilà comment ça s'est passé. Je commence ma conférence. Le professeur qui a accompagné ses élèves s'approche de moi et dit « Vous savez, mes élèves ne comprennent pas votre anglais. Alors, si vous voulez bien, vous arrêterez après chaque phrase et moi je leur traduirai. » Parce qu'on ne pense pas aux accents. Oui, bien sûr, oui. Différents. L'accent américain, en France, un habitant du Nord et avec un provençal, des accents, hein, bon, c'est pas tout à fait. Il n'y a qu'à voir Bienvenue chez les Ch'tis, d'ailleurs. Voilà. J'ai vécu ça. Et pour l'anglais, c'est pareil. D'ailleurs, j'avais reçu... avec un type de Douai, de Nord, et l'autre de Montauban. Et bien, j'ai fait le traducteur, j'ai fait faire le traducteur. Ils ne se comprenaient pas. Un accent des deux. Ils bouffaient la moitié des mots. Alors, oui. Ok. Alors, oui. Donc, et j'avais quand même... il avait été créé des groupes espérantistes dans notre région, dans notre coin. C'est Offley qui a eu le premier. Oui. Et ensuite, c'est Madame. Ah oui, et là aussi, vous voyez, c'est une erreur dans la publication de Sud-Ouest, là, me concernant. C'est pas moi qui ai créé l'association espérantiste à cette fois, c'est Madame Ex-Vircoulon, Ligne Desfarges. Ah oui, ah bon oui, c'est elle qui l'a créée. Moi, j'ai pris la suite et j'ai obtenu que l'initiation de l'espéranto soit pratiquée dans plusieurs écoles du pays foyer. Oui. Par exemple, alors à Pineuil, à Sainte-Foy, à Port-Sainte-Foy aussi. Et au collège, au collège, j'ai rencontré donc le proviseur, c'était une dame, et je propose indiquer les arguments qui me semblaient suffisants. Alors elle me dit, oh vous savez, moi, avec l'anglais et l'espagnol, c'est ce que me répondent pas mal de personnes qui ont une certaine culture, je me débrouille partout. Elle dit, madame, croyez-vous que c'est honnête de faire ignorer aux jeunes la possibilité qu'ils ont d'être reçus, hébergés gratuitement dans une centaine de pays, grâce à l'espéranto. Uniquement, oui. Alors, d'accord. Et c'est le professeur d'anglais, Mademoiselle Auguste, je m'appelle, qui a organisé la première information sur l'espéranto, qui m'a invité pour informer ses élèves sur l'espéranto. Je faisais partie de cette association. Et il y avait Madame Vircoulon qui en faisait partie. Et il y a eu quelques réticences sur la façon dont on enseignait l'espéranto. Et ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur la méthode que nous employions. Et alors,
Et comme il y avait d'autres demandes de personnes, mais qui disaient, oh, mais on ne veut pas aller au fleuve, ce serait bien que ça existe à Sainte-Foy. Et c'est pour ça que Madame Caroline Virculon a créé l'association Sainte-Foy. Et par la suite, moi, je l'ai remplacée. Puis elle est orthophoniste. Et elle avait pas mal de stages à faire, donc elle ne pouvait pas continuer. Et là, vous êtes toujours, vous en occupez toujours, l'espéranto actuellement? Alors là, vous savez, les progrès se font en dents de scie. Oui, et actuellement, du fait que on supprime des postes, on fait des économies actuellement sur les enseignants, alors donc il y a eu en 2008, il y a eu une nouvelle directrice à Sainte-Foy qui voulait avoir l'autorisation de l'inspecteur pour continuer l'espérance. Madame Malika Nedjari. Oui. Et au collège, vous voulez dire? Non, à Sainte-Foy, à l'école Paul-Bert. À l'école Paul-Bert. D'accord. Et parce qu'on avait toujours eu les précédents inspecteurs, les directeurs d'école étaient toujours d'accord, ça avait fonctionné. Mais à sa nomination, elle dit, je tiens quand même à avoir l'autorisation de l'inspecteur départemental. Or, en 2 ans, il y a eu 3 inspecteurs départementaux. On a fait la demande de celle qui existait à ce moment-là. Elle était prête à partir, pas de réponse. Enfin, alors tout ça, ça a été stoppé. Et alors, pour que ça reprenne, et en plus, tout le personnel enseignant de Paul Bert est parti. Oui, ça je sais. Oui. Tous des nouveaux. Alors, on est en train justement de reprendre contact. Je suis en train de faire justement la lettre de contact. Et d'autant plus que, enfin, le ministère de l'Éducation nationale a publié une réponse à la demande pour que l'espéranto soit officiellement enseigné dans les établissements scolaires. Et il répond que effectivement, l'espéranto a beaucoup de qualités, mais elle n'a pas toutes les qualités suffisantes pour être officiellement enseignée. Ouais. Et alors, des arguments, seulement à la fin, la dernière phrase, néanmoins, rien ne s'oppose à ce que les établissements qui le désireraient pourraient permettre l'introduction de l'espéranto dans les activités post-épidémiques. Nous connaissons très bien le véritable argument, c'est le même qui supprime des postes. Oui. Si on enseigne officiellement, il faut payer. Voilà. Bon. Seulement, en ce moment, encore nouvelle incitation, il se prépare une information, une pétition nationale et européenne pour que l'espéranto soit intégré et qu'il soit permis de préparer le bac avec l'espéranto en option. L'option au bac, voilà. Il se prépare cette pétition et déjà les députés, les sénateurs français ont reçu le texte et donc bientôt les associations vont recevoir officiellement de quoi informer, distribuer. D'autant plus que maintenant, l'espéranto est utilisé dans le web. Hein. Ah oui? Oh, alors, il y a même, dans une des revues espérantistes, j'ai lu une déclaration d'un professeur d'université américaine espérantiste, et il dit « Rien que pour lire les titres des articles qui sont diffusés par le net, une vie humaine ne suffirait pas. C'est incroyable tout ce qui s'échange en espéranto dans le monde entier. Alors, on n'a même pas besoin, nous, donc, du coup, pour les adultes. Non, on a, je vous montrerai, je l'ai par là. Alors, www.esperanto.net. Voilà, avec ça, pouf. Alors, il n'y a que l'embarras du choix. Il n'y a pas plus simple. Oui. Ah, c'est intéressant, ça, oui. Eh oui. Et seulement, on aimerait reprendre du fait que moi personnellement, c'est le. Oui, il me faut donner le dossier.
c'est mon premier inspecteur d'académie qui m'a incité à utiliser l'espéranto en 1947. Avec tout ça, bien sûr, j'ai été entraîné plus ou moins avec réticence, mais je n'avais pas envie. J'avais la flemme, puis je m'occupais du stade, j'étais président du stade à l'époque. Oui, c'est bien. Alors, puis j'avais mon bureau, j'avais des employés, donc je ne voulais pas encore me charger. Je refusais, mais finalement, ce que femme veut, ça, bon, et puis la mienne, quand elle le veut, et puis bien, donc elle m'a amené. Et puis elle m'a fait du chantage. Elle m'a dit voilà, comme elle était en relation avec les espérantistes russes, parce que c'est beaucoup pratiqué là-bas, qu'il avait demandé que si on pouvait envoyer un groupe, nous-mêmes avec nos élèves, il les prendrait en charge là-bas, et puis un séjour de 15 jours pour visiter la Russie, pour être bon. Alors nous étions en relation avec les Russes et Laura me dit on va aller en Russie, bien sûr, on nous héberge là-bas, ils sont gentils, vont nous prendre comme... Bon, moi j'ai dit oui, mais bon... Alors elle m'a dit écoute, il faut que tu viennes, mais moi je ne veux pas te faire la traductrice sans arrêt, alors débrouille-toi. Donc tu as appris l'espéranto. Alors j'avais quelques mois d'avance, j'ai dit bon, j'ai fait 1 heure d'espéranto, presque 5 heures par semaine. En 3 mois, je ne parlais pas sur le bout des doigts, mais là-dessus, notre correspondante est venue, on l'avait invitée, elle est venue passer 15 jours à Sainte-Foy, et c'est moi qui l'ai ramenée. Elle ne parlait pas un traître mot de français, ni un traître mot d'autre, elle parlait que l'espéranto ou le russe. Alors, on m'a dit, tu vas aller la raccompagner, tu la raccompagnes, mais à Orly, la mettre dans le train. Alors, je l'ai prise le matin, j'ai mis au train de Sainte-Foy. J'étais à Paris à 10 h, je lui ai fait visiter Paris un peu. J'ai réussi à faire bloquer un couloir aux Champs-Élysées, c'est pas facile, hein, pour lui, parce qu'elle voulait prendre les Champs-Élysées en photo comme ça. Bon, finalement, quand elle a fait tout ça, on a passé une journée du tonnerre, je l'ai amenée au restaurant, je l'ai fait visiter Paris, elle était heureuse, et je l'ai remise dans l'avion le soir à 6 h. Et tout ça, toute cette journée dans le train, strictement en espéranto, puisque je comprends bien, pas autre chose. Et tu as réussi à te débrouiller. Avec mes 3 mois d'espéranto, j'ai pu parler convenablement, parler de choses et d'autres dans le train, et ainsi de suite. Alors avec une autre langue, c'était pas pareil. Voilà. Bon, alors je vous tiens pour que les personnes sachent pourquoi je me suis lancé à l'espéranto. L'espéranto est à la portée de n'importe quel enfant qui fréquente l'école primaire. Je demande de tenter l'expérience à tous ceux qui ont l'audace de sortir des routines parce qu'ils font confiance en l'avenir. Paul Morey, inspecteur d'académie, lundi 15 décembre 1947. Ah oui, en effet. Et Paul Morey, il est mort l'année dernière, centenaire. Ah oui, en effet. En plus l'espoir fait vivre. Oui, mais il dit pas, Alors, les autres inspecteurs, alors, celui que j'ai eu, celui-là c'est le premier. Celui de la fin de ma carrière, l'inspecteur Mauguin. Alors, en janvier 1974, j'ai l'honneur de vous faire connaître que par arrêté en date du 11 janvier 1974 de monsieur le recteur de l'Académie de Bordeaux, vous avez été nommée institutrice honoraire. Il m'est agréable de vous adresser avec mes vœux de bonne retraite, mes souhaits sincères de vous retrouver dans les réunions et les fêtes organisées autour de nos écoles, où votre place sera toujours gardée et où vous ne manquerez pas, j'en suis sûr, d'apporter l'appui de votre bienveillance et de vos conseils. J'espère qu'une excellente santé facilitera tous vos projets. Eh bien voilà, j'ai voulu répondre à mes inspecteurs. Et alors, autre inspecteur, lors de beaucoup plus récent, M. Préambeau, vous avez entendu parler de lui, et il dit, j'ai bien reçu copie des propositions d'ateliers que vous faites aux écoles du secteur de Sainte-Foy-Grande, et vous remercie, atelier espéranto. Compte tenu des projets divers dans lesquels ces écoles sont ou seront engagées, j'ai la certitude que les activités pourraient être mises en place. Elles recevront bien évidemment
et mon accord et mes encouragements, et je ne manquerai pas de les relayer lors des rencontres avec les maîtres et les directeurs. Je sais votre attachement à la cause que vous défendez et je ne puis que vous féliciter une nouvelle fois pour ces initiatives en faveur des enfants et des échanges. Parce que vous avez créé l'échange, la correspondance internationale, voilà, par l'espéranto. D'accord. Alors en espérant bientôt le plaisir de rencontre, je vous prie de croire, etc. Alors, si, je tiens, c'est ça, je crois que les espérantistes n'ont pas suffisamment insisté sur le fait que l'espéranto ne veut pas remplacer les langues, qu'elle va être simplement une langue lien. D'accord. Et voilà, le thème du congrès international d'espéranto qui a eu lieu à Rotterdam en juillet 2008. Je ne lis pas tout, je lis un passage, souligne à nouveau la nécessité d'accorder un égal respect à toute langue, à toute culture, à tout homme dans le monde, égalité de tous. Appelle la communauté espérantophone à diffuser l'espéranto avec ses valeurs de respect envers tous les hommes et d'égalité entre tous les groupes humains et à s'opposer ainsi à la disparition de langues et de cultures à travers le monde. Justement, le yiddish, c'est une langue, je ne trouve pas... Ici, je me suis adressée à des juifs pour traduire les lettres de mon mari, mais non, ce sont des juifs d'origine africaine qui ne connaissent pas le yiddish. C'est utilisé uniquement en Europe. Voilà. Oui. Et voilà, alors c'est ça qu'il faut... D'ailleurs, je pense qu'on va prendre contact avec les professeurs de langue pour que, justement, il y ait cette compréhension que l'espéranto va être une langue, au contraire, de communication, d'aide aux langues. Parce qu'il est démontré, il y a eu un intervenant au Conseil de l'Europe qui a dit, mais... l'espéranto a pris avant les autres langues, aide à gagner du temps pour l'apprentissage des autres langues. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à l'espéranto ou il y a une chute du fait que, avec le gouvernement actuel qui réduit le personnel enseignant, il y a eu... Mais justement, actuellement, il y a une reprise du besoin d'information, puisqu'il y aura bientôt donc cette diffusion de la pétition pour la reprise de l'espéranto et qu'elle soit admise comme langue à option au baccalauréat. Seulement, avant le baccalauréat, il faut commencer. Oui, bien sûr. Et il est même recommandé par ceux qui ont fait l'expérience. Et qu'est-ce que vous pensez dans le Périgord, il existe ce qu'ils appellent des calandrettes. Ce sont des écoles qui sont en occitan. Oui. Mais est-ce que vous ne pourrez pas faire la même chose avec l'espéranto? J'ai même une revue occitane. En première page, c'était pour le centenaire de l'espéranto. Voilà, dans les rencontres que j'ai organisées, il y avait d'ailleurs, le premier qui m'a aidé, qui était beaucoup plus qualifié que moi, parce que je n'avais que le premier degré quand nous avons commencé l'enseignement, c'est un habitant du Flé, et il est décédé, il a eu de gros problèmes de santé, qui avait obtenu le 5e degré, c'est-à-dire le baccalauréat, c'est plus que même l'agrégation d'espéranto. Et bien, il était en même temps, il connaissait l'occitan. Et beaucoup, d'ailleurs, la plupart de ceux qui sont engagés dans l'espéranto et qui militent, beaucoup sont des enseignants et qui connaissent la langue de leur région. Ah oui, oui c'est ça. Et beaucoup de membres de l'enseignement. Et puis nous avons des annuaires où
de ce qu'on appelle les délégués espérantistes qui proposent des renseignements ou proposent de vous recevoir dans tous les domaines. C'est incroyable le nombre d'activités différentes que possèdent les espérantistes. Actuellement, vous êtes quand même toujours, de la situation d'une section, mais enfin de la... Je suis officiellement toujours la présidente de l'association, mais nous ne sommes plus que... Ah oui, et nous avons perdu notre... Madame Bianchi, Elsa Bianchi, qui était notre trésorière, secrétaire, et elle vient de mourir. Ah oui. Alors, c'est un gros choc. Et voilà, il se trouve que celle, vu notre âge, les anciennes enseignantes en espéranto et en prix de l'âge, c'était Madame Désert. Qui nous avait remplacés. Mais Madame Désert a franchi toutes les étapes d'espéranto et elle est même maintenant, c'est elle qui organise, qui participe aux examens tout à fait aux examens supérieurs et qui a même été sollicitée pour lancer des clubs espéranto à l'étranger. Elle est au niveau national. Et en plus, même, quelquefois, on fait appel. D'ailleurs, il y a 6 articles qui paraissent dans les journaux espérantistes. Donc, elle a conservé quand même son groupe du collège, parce que sa fille vient d'y rentrer, et qu'il l'a supplié de continuer au moins. Mais elle est trop prise à l'extérieur pour s'occuper des écoles élémentaires. Et moi, je suis persuadée qu'il faut que ça commence. Il faut que ça reprenne dans les écoles élémentaires. Alors, on va supposer que je vois le film qu'on est en train de tourner, je suis chez moi, je ne vous connais pas, je vois ce film et ça me donne envie d'apprendre l'espéranto. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qui est-ce qu'il faut que je contacte? Eh bien, vous avez plusieurs choix. Vous avez... il y a les cours sur le net, les cours d'espéranto sur le net, où il y a quantité de livres. Alors, vous venez un jeudi à la salle Jules Ferry. Jules Ferry, oui. Jules Ferry, la radio. Et vous verrez tout le... Alors, il y a des cassettes, il y a des livres, il y a, si vous voulez l'apprendre chez vous, sans passer par le net. Et puis, les groupes. Et Madame Désert, elle a créé un concours sur les films qui sont publiés en espéranto. Et l'année dernière, lors justement de la rencontre enfance-jeunesse, on a organisé le premier jury sur ces films, et là aussi, elle s'est spécialisée dans cette façon de... Alors, maintenant vous me redites cette phrase-là en espéranto. Mi diris que signorino Désert nun animas grupon en collegio pri filmon en Esperanto. C'est bien. Vous avez compris. Oui. D'autant que j'avais la traduction avant. Il y a 75% de racines latines. Oui, je vois, oui. Alors, 20% anglo-saxon et un peu de russe et de grec. Voilà. C'est pas étonnant finalement que l'espéranto et l'occitan soient relativement cousins finalement, parce que mon mari, lui, connaissait le patois. Voilà, oui, l'occitan. Et il a passé son examen, il a eu d'excellentes notes en lecture, prononciation. Et à raison d'une demi-heure par jour, au bout de quelques mois, vous arrivez à vous débrouiller. Au bout d'un an, ça suffit.
Et vous avez quand même des jeunes qui viennent adhérer à votre association? Eh bien, nous avions eu des jeunes, les scolaires, mais à cause de tous ces événements, oui. Ça a été supprimé. Et ça va revenir alors? Et alors maintenant, on va reprendre contact, justement. Je vais reprendre contact avec ceux qui avaient déjà commencé lors de cette pétition. Voilà. Alors c'est le livre, ce qu'on appelle les délégués consuls, à qui on peut s'adresser pour avoir soit des renseignements, soit sur leur spécialité. Il y en a plusieurs qui ont des spécialités, il y a de toutes sortes de spécialités, beaucoup de professions. Et il y a toutes les adresses là, oui. C'est drôlement bien ça, oui. Comment? C'est drôlement bien, je dis. Et oui. Et en plus, il y a un autre livre où il y a simplement ceux qui vous hébergent gratuitement. Et il y a plus de 100 pays. Et il y a des spécialités et des congrès tous les ans qui se passent dans un pays différent. Voilà. Oui. Ça, c'est formidable, oui. Eh oui. Ah, c'est vraiment, vous avez dit le mot, moi quand j'ai découvert ça, j'ai dit, oh, ça. Surtout avec mes mauvaises expériences que j'ai faites, je dis il faut permettre à d'autres enfants de... Oui, bien sûr. Ah oui, de profiter de ça, et puis la notion de paix, hein, voilà. Oui, je crois aussi, c'est ça. Fraternité, j'ai vécu paix. La guerre, j'en ai perdu mon fils, et puis le plus jeune frère de ma mère est mort en déportation. Ah oui, en effet. En Mauthausen, et alors... Vous savez, quand on a vécu les événements à Sainte-Foy aussi. Oui, oui, je sais. Ah oui, ça, je n'ai pas raconté. Quand les Allemands sont arrivés. Oui. Et parce que j'avais déjà le diplôme de secouriste de la Croix-Rouge. Et j'étais... il y a eu la bataille de Sainte-Foy. Et le lendemain matin, je suis vite allé à l'hôpital. Et là, il y avait les résistants blessés au rez-de-chaussée et les blessés allemands au premier étage. Et les blessés allemands, vous savez qui étaient ces Allemands? Des jeunes Autrichiens, 17-18 ans, qu'ils avaient racolés en Autriche. Voilà. Et il y en avait un qui était en train de mourir et on m'a dit, bon, vous le surveillez. Il avait pris ma main, sur le ventre, il dit, il n'y a plus rien à faire, il est en train de mourir. Ouais. Vous savez, quand on vit tout ça. Hein. Et au rez-de-chaussée, il y avait un jeune de 16 ans, résistant français, et juste à un moment donné, rentre, un SS rentre, et il y avait le docteur Garot. Et je venais lui dire, bon, genre, je vais soigner le jeune. Ça se dit, je viens visiter l'hôpital, et si je trouve des terroristes, Sainte-Foy sera supprimée. Et le docteur Garot, avec un calme formidable, dit, oh mais bien sûr, vous allez visiter l'hôpital. Vous savez que les agriculteurs actuels utilisent ces engins qui font de ces blessures épouvantables. Mais enfin, vous allez visiter. Arrive l'abbé Verdier, le curé. Oui. Or, beaucoup de résistants, certains résistants pour voyager, se déguisaient en prêtres. Ah oui, et alors ils s'imaginaient que chaque prêtre c'était un résistant, militant, et ils avaient interdit. Alors, je vous avais interdit de quitter le presbytère. Et le prêtre répond, toujours avec le même calme, « Je suis prêtre, mon rôle a toujours été de venir soutenir les malades à l'hôpital, et quelles que soient les circonstances, je continuerai à faire la même chose. » Il a été... Il est parti, et on a appris que du fait que la Croix-Rouge aussi, française, avait soigné les soldats, voilà, leurs blessés comme les nôtres, et c'est pour ça... Ça a sauvé la ville, finalement. Oui, ça, c'est un événement... nous ne sommes pas nombreux à avoir assisté, mais ça, je peux le certifier. Hein.
D'ailleurs, je crois que c'est un des jours les plus terribles où j'ai eu le plus peur. J'étais en train, justement, je venais de quitter donc le jeune français et je montais au premier étage et j'étais au milieu de l'escalier. Je suis restée bloquée, une vraie statue, à écouter ce qui se passait. Oui. Ah oui, ça ne devait pas être facile, oui, j'imagine. Moi, je ne vous ai pas raconté pour la biologie. Ah, j'ai organisé la première information sur l'agriculture biologique. J'avais appris qu'il y avait un congrès en Dordogne. J'avais assisté et j'avais demandé à l'ingénieur agronome en biologie qui animait ce congrès de venir à Sainte-Foy. Alors, il dit, bon, d'accord, alors on retient une date. Avec une amie, je fais faire des tracts d'information pour indiquer le lieu et la date de la conférence. Et le jour arrive, et nous nous trouvons, on avait distribué plusieurs centaines de tracts dans les boîtes aux lettres, Sainte-Foy, Pinay, pour Sainte-Foy, et on se trouve 10 personnes. Alors, quand l'ingénieur arrive, je dis, je m'excuse, mais voyez, on a distribué tous ces tracts, nous nous sommes dit, oh, mais ne vous excusez pas, la première rencontre que j'ai organisée, nous étions que 2. Et dites-moi, si je vous parlais de mai 68. Comment? Ah, mai 68, ah, mais c'est mon fils, ah oui, tiens, c'est une bonne question, parce que ça m'amène à parler de mon fils qui a participé effectivement et c'est lui aussi qui m'a fait découvrir le problème de protection de la nature, parce qu'à l'âge de 20 ans il m'a encouragé par moi, il a demandé son statut d'objecteur de conscience. Oui. Pas apprendre à porter des armes et à tuer. Voilà. Et effectivement, il l'a obtenu. Il a donc fait son service militaire, son service civil. Civil, oui. D'ailleurs, je dis souvent, je suis quand même une femme rare qui a ni son grand-père, ni son père, ni son mari, ni son fils, ni son petit-fils qui ont porté des armes, qui ont tué. Ah oui. Et ils ont tous vécu des circonstances où ils n'ont pas fait la guerre. Et donc, les deux derniers, ils avaient demandé le statut. Et alors, en mai 68, bon, mon fils a participé sur Bordeaux aux manifestations. Mais malheureusement, l'action n'a pas été suffisante et il y a encore beaucoup à faire pour que nous trouvions, surtout avec les événements qui se passent actuellement. Je pense qu'on prendra conscience qu'il y a bien des choses à améliorer. Oui. Et malheureusement, il faut des catastrophes pour que les gens prennent conscience de ce qui serait le mieux pour la vie et pour l'avenir des enfants. Et d'ailleurs, moi, personnellement, j'ai appartenu à beaucoup d'associations culturelles, et je regrette de ne plus pouvoir aller au bal, au concert, etc. Mais je considère que le peu de temps qu'il me reste à vivre, eh bien, il faut que j'agisse pour l'avenir, pour que nos enfants, nos descendants puissent vivre, et vivre en paix. Voilà. Voilà, alors, donc, la paix. Quel conseil vous donneriez aux jeunes, justement? Ah, mais les jeunes, protéger la nature, voilà. Avoir une alimentation saine. Ce que je regrette, justement, qu'il ne se soit pas. On dit nul n'est prophète en son pays, seulement voilà, c'est-à-dire que les jeunes, ils sont tous maintenant parents, les plus jeunes, parents d'enfants jeunes, et alors ils n'ont plus envie, après avoir voyagé pas mal, ils n'ont plus envie de voyager. Or, je trouve que c'est la motivation la plus importante, c'est avoir envie de voyager et avec l'espéranto, être reçu, voilà.
Et je pense que je n'ai pas suffisamment, aussi je regrette que ne pas avoir suffisamment fait comprendre que l'espéranto ne veut pas remplacer. Mon fils vient de comprendre, parce qu'à force de lui embâcher, mais ça aussi, ça a retardé, et ça fait que je suis en période de déception, mais avec l'espoir maintenant. Oui, c'est grâce à l'Europe, ça revient. Et ça m'a déclenché, depuis 2008, à l'arrêt, ça m'a déclenché une crise d'eczéma que je n'ai jamais eue de la vie. C'est le stress. Et on voit que c'est surtout les problèmes psychologiques qui sont à l'origine. Il y a aussi des problèmes physiques. Par exemple, je ne peux plus porter de vêtements qui sont en textile. Est-ce que ça correspond à mes conceptions? Tout ce qui est artificiel, parce que je vous ai montré ça. Alors, vous voyez, en titre parcours, elle avait mis le nom de ma mère, le prénom de ma mère, Louisa. Oui. C'est moi qui ai rectifié après Laura. Et puis, par exemple, alors là, une grosse erreur. Elle est présente à l'hôpital en août 1994. Ah non, pour 1944. Évidemment. Et puis, beaucoup de choses aussi. Oui, mais ça, c'est les rédacteurs du journal. Oui. Alors, elle ne cite pas, elle me cite comme présidente, la première présidente d'Espéranto, alors que c'est Madame Desfarges. Oui, je ne vais pas parler aussi, mon mari, enfin, je pense que mon mari est connu comme l'ancien président des francs-maçons, 5 fois, et moi je suis rentré en franc-maçonnerie pour ne pas qu'il y ait de secret entre le mari et la femme. Ah bah oui, vous avez bien fait, voilà. Oui. C'est vrai. Alors, parce que j'avais découvert les mêmes buts humanitaires, la paix, la fraternité que pratiquent je l'avais déjà découvert dans l'espéranto. Il y en a beaucoup à Sainte-Foy des francs-maçons? Ah, il y en a pas mal, oui. C'est une loge importante, à Sainte-Foy, oui. Mais enfin, il y en a, oui, c'est-à-dire qu'il y en a qui n'habitent plus Sainte-Foy, mais qui avaient mais il y a même de l'extérieur aussi, parce que c'est une loge assez renommée. Non, je savais qu'il y en avait, bien sûr, mais je ne savais pas que c'était une loge importante. Ah oui. D'accord. Vous êtes à l'origine? Oui, j'avais pensé que les gens, pour agir dans la voie de l'écologie, ce serait bien qu'on commence à faire le ramassage des bouteilles, la récupération des verres. Ah, d'accord. Et je m'étais, justement, grâce à Que Choisir, je m'étais mis en relation avec les communes qui déjà l'avaient organisé, et j'avais fait une lettre avec une amie demandant à la municipalité de Pineuilh où j'habitais d'organiser ce ramassage. Et le jour de la réunion du conseil municipal, on se poste à la porte et on distribue, j'avais fait faire des photocopies pour que chaque membre du conseil municipal puisse lire ma lettre. Et la réunion commence, le maire dit l'ordre du jour ne comporte pas, cette lettre vient juste de nous être donnée, donc nous ne pouvons pas mettre à l'ordre du jour, c'est trop tard. Or, il y avait mon collègue instituteur qui était l'adjoint au maire. Alors, et réaction des autres membres. Bon, si nous avons le temps, nous en reparlerons. Effectivement, la réunion est assez rapide, et à la fin, mais nous allons aborder ce sujet. Alors, on nous reproche, je me lève, je dis, Monsieur le maire, je regrette, il n'y a pas de, vous savez que vous n'avez pas droit à la parole. Je dis, sauf si vous me la donnez. Alors, tout le monde approuve. Alors, bon, d'accord. Alors, je crois que je vous ai informé avec des termes où il n'est pas question de reproche. Et je vous demande de faire comme certaines communes, c'est tout. Voilà. Donc, bon, d'accord, vous entendez. Et effectivement,
Ça, il y a eu quelques mois qui sont passés, et le premier ramassage, après le premier ramassage, j'ai reçu une lettre me remerciant de m'avoir donné... Voilà. Voilà. Et il fallait que ce soit dit, c'est très bien. Merci.